Au milieu du XVIIe siècle, l'Europe est en ébullition. Depuis 1618, la guerre de 30 ans déchante le continent, transformant les plaines fertiles en cimetières et les royaumes prospères en champs de ruines. Au cœur de ce conflit se trouve une lutte acharnée pour la suprématie entre deux puissances catholiques, la France et l'Espagne. L'Espagne, avec son empire colonial s'étendant sur les Amériques et les Philippines, domine les mers et possède une armée réputée invincible. Les tercios espagnols, ces formations d'infanterie redoutées, n'ont connu pratiquement aucune défaite majeure sur un champ de bataille européen depuis plus d'un siècle. La France, quant à elle, est dirigée par Louis XIII, un roi malade et affaibli, mais soutenu par son ministre extraordinaire, le cardinal de Richelieu. Depuis son arrivée au pouvoir en 1624, Richelieu a méticuleusement œuvré pour affaiblir la maison des Habsbourg qui encercle la France. Les Habsbourg d'Espagne au sud et à l'ouest, les Habsbourg d'Autriche à l'est. Sa politique étrangère, bien que souvent décriée par les catholiques français pour ses alliances avec des puissances protestantes, vise un objectif clair: briser l'hégémonie espagnole et faire de la France la première puissance d'Europe. En 1643, la situation est critique. Les armées espagnoles avancent dans le nord de la France, menaçant Paris. Richelieu est mort l'année précédente et Louis XIII suit son mentor dans la tombe en mai 1643. Le nouveau roi, Louis XIV, n'a que 5 ans. La régence est confiée à Anne d'Autriche, d'origine espagnole, et à son conseiller, le cardinal Mazarin. Dans ces circonstances troubles, l'Espagne voit une opportunité en or de porter un coup fatal à son rival. La mort de Louis XIII le 14 mai 1643 plonge la France dans une période d'incertitude. Le roi laisse derrière lui un royaume en guerre, des finances exsangues et un jeune héritier de 4 ans. Anne d'Autriche, longtemps tenue à l'écart du pouvoir par son mari et Richelieu, se voit soudainement investie de la régence. Cette reine d'origine espagnole, que l'on soupçonnait parfois de sympathie pour son pays natal, doit faire face à une situation des plus périlleuses. Le Parlement de Paris tente de limiter ses pouvoirs en imposant des conditions à son accession à la régence. Mais Anne, avec un sens politique remarquable, parvient à contourner ces obstacles. Elle s'allie avec le successeur de Richelieu, le cardinal Mazarin, un Italien diplomate et fin stratège qui poursuit la politique de son prédécesseur avec une habileté redoutable. Pourtant, la menace la plus immédiate vient du nord. L'armée espagnole, commandée par le Francisco de Melo, un général portugais au service de l'Espagne, a pris des positions stratégiques dans les Ardennes et menace de marcher sur Paris. Les Espagnols sont confiants. Leur armée est composée de vétérans expérimentés, commandés par des officiers compétents. Pour eux, la France, affaiblie par la transition du pouvoir et dirigée par une régence jugée fragile, représente une proie facile. C'est dans ce contexte critique qu'un jeune homme de 21 ans va s'imposer. Louis II de Bourbon, prince de Condé, plus connu sous le nom de duc d'Enghien. Fils du prince de Condé et petit-fils du célèbre Henri IV, il a été préparé dès son plus jeune âge au métier des armes. Malgré son jeune âge, il a déjà fait ses preuves sur plusieurs champs de bataille. Sa nomination à la tête de l'armée française du Nord, bien que controversée en raison de son inexpérience relative, va s'avérer décisive. L'armée que Francisco de Melo commande est considérée comme la meilleure du monde. Elle est principalement composée des fameux tercios, ces formations d'infanterie qui dominent les champs de bataille européens depuis le siècle précédent. Un tercio est une unité militaire complexe, combinant piquiers et mousquetaires dans une formation massive capable de résister à des charges de cavalerie et de briser les lignes ennemies. Les soldats des tercios sont des professionnels, souvent des vétérans de nombreuses campagnes. Leur discipline est légendaire, leur endurance remarquable. Ils ont combattu aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, accumulant une expérience de combat que peu d'armées peuvent égaler. Leur morale est élevée, nourrie par une série ininterrompue de victoires et par la conviction de servir la plus grande puissance catholique d'Europe. La cavalerie espagnole, bien que moins célèbre que son infanterie, est également redoutable. Les cavaliers sont équipés d'armures complètes et armés de pistolets et d'épées. Leur tactique favorite est la caracole, une manœuvre où les escadrons défilent devant l'ennemi en tirant successivement leurs armes à feu avant de se replier pour recharger. L'artillerie espagnole, quant à elle, est composée de canons de bronze de qualité supérieure, servis par des équipes expérimentées.
Bien que moins mobile que l'artillerie française, elle est redoutable en position défensive. Le commandement espagnol est dirigé par des hommes compétents et expérimentés. Francisco de Melo, bien que portugais, a prouvé sa loyauté à la couronne espagnole et ses capacités militaires lors de précédentes campagnes. Il est secondé par des officiers comme Paul Bernard de Fontaine, un commandant d'infanterie respecté, et par Jean de Bec, un général d'origine luxembourgeoise qui connaît parfaitement le terrain des Ardennes. L'armée espagnole qui se prépare à affronter les Français à Rocroi est donc à son apogée. Elle représente l'aboutissement de plus d'un siècle de suprématie militaire espagnole, une machine de guerre bien huilée qui n'a connu que des succès. Pour les soldats espagnols, la victoire semble une simple formalité. Face à cette machine de guerre espagnole, l'armée française présente un visage contrasté. D'un côté, elle possède des unités d'élite, comme les gardes françaises et les gardes suisses, des soldats professionnels bien entraînés et équipés. De l'autre, elle comprend de nombreuses unités de miliciens moins expérimentés et des recrues récentes. L'infanterie française a commencé à adopter de nouvelles tactiques, s'éloignant du modèle des tertiaux pour adopter des formations plus légères et mobiles. Les régiments français sont généralement organisés en bataillons, avec une proportion plus élevée de mousquetaires par rapport aux piquiers que dans les tertiaux espagnols. Cette organisation leur confère une plus grande flexibilité tactique, mais les rend aussi plus vulnérables aux charges de cavalerie lourde. La cavalerie française est l'une des meilleures d'Europe. Les régiments de cavalerie, comme le célèbre régiment de gendarmes, sont composés de nobles passionnés par le métier des armes. Leur ardeur au combat et leur agilité compensent souvent leur manque de discipline par rapport à leurs homologues espagnols. Les Français ont également développé des tactiques de cavalerie plus agressives, privilégiant le choc direct à la caracole espagnole. L'artillerie française est de bonne qualité, mais moins nombreuse que celle des Espagnols. Elle est cependant plus mobile, ce qui permettra un meilleur soutien des troupes pendant la bataille. Le point faible de l'armée française réside dans son commandement. Le duc d'Enghien, bien que brillant et prometteur, n'a que 21 ans et n'a jamais commandé une armée de cette importance en situation critique. Il est entouré de généraux plus expérimentés, comme le maréchal de l'Hôpital, mais ces derniers sont souvent partagés entre leur devoir d'obéissance aux jeunes commandants et leur propre expérience militaire. Pourtant, l'armée française possède un atout majeur, un profond désir de prouver sa valeur. Les soldats français savent qu'ils affrontent la meilleure armée du monde, et cette perspective, plutôt que les décourager, les galvanise. Ils ont également conscience que la destinée de la France repose sur leurs épaules, que leur victoire ou leur défaite déterminera l'avenir de leur royaume. Au printemps 1643, l'armée espagnole traverse les Ardennes avec une confiance presque arrogante. Francisco de Melo a reçu des instructions claires de Madrid. Porter un coup décisif à la France, idéalement en prenant Paris. Les Espagnols avancent méthodiquement, s'emparant des forteresses stratégiques sur leur passage. Le 12 mai, ils prennent Rocroi, une petite ville fortifiée située dans un défilé des Ardennes, sur la route menant à Paris. La nouvelle de la chute de Rocroi parvient à Paris le 15 mai, le lendemain de la mort de Louis XIII. La panique s'empare de la cour. Anne d'Autriche et Mazarin comprennent immédiatement le danger. Si les Espagnols parviennent à percer les défenses françaises dans les Ardennes, rien ne s'opposera à leur marche sur la capitale. Dans l'urgence, le duc d'Enghien reçoit l'ordre de rassembler toutes les forces disponibles pour intercepter l'armée espagnole. Il quitte Paris le 17 mai à la tête d'environ 23 000 hommes, une force hétéroclite composée de régiments d'élite, de miliciens et de nouvelles recrues. Sa mission est claire, arrêter l'avancée espagnole coûte que coûte. La marche vers Rocroi est difficile. Les routes des Ardennes sont mauvaises, rendant la progression de l'artillerie et des convois de ravitaillement pénibles. La pluie s'abat sur la région, transformant les chemins en bourbiers. Pourtant, d'Enghien pousse ses troupes, conscient que chaque jour perdu renforce la position espagnole. Le 18 mai, les éclaireurs français signalent la position de l'armée espagnole. Francisco de Melo a établi son camp sur les hauteurs dominant Rocroi, une position défensive solide. Les Espagnols ont eu le temps de fortifier leur position, creusant des tranchées et élevant des retranchements. D'Enghien comprend qu'il ne peut pas attaquer directement cette position sans subir des pertes considérables. Il décide de contourner la ville par le nord et d'établir son propre camp sur une série de collines face à celles occupées par les Espagnols. Pendant 2 jours, les deux armées s'observent.
chacune attendant que l'autre fasse le premier pas. Le 19 mai au soir, Deng Yen réunit ses officiers pour un conseil de guerre. Les opinions sont partagées. Certains, comme le maréchal de l'hôpital, préconisent la prudence, suggérant d'attendre des renforts. D'autres, plus jeunes et plus impatients, plaident pour une attaque immédiate. Deng Yen écoute attentivement, mais il a déjà pris sa décision. Il sait que l'armée espagnole, bien que puissante, commence à souffrir de problèmes de ravitaillement. Il sait aussi que chaque jour d'attente affaiblit le moral de ses propres troupes. Il décide d'attaquer le lendemain matin. La nuit du 19 au 20 mai est particulièrement longue pour les deux camps. Dans le camp français, le duc d'Enghien passe la nuit à finaliser ses plans. Il dessine des cartes, étudie le terrain, prépare ses ordres. Malgré son jeune âge, il fait preuve d'une sang-froid remarquable. Il sait que la bataille du lendemain sera décisive, non seulement pour la campagne en cours, mais pour l'avenir de la France. Dans le camp espagnol, Francisco de Melo est également en pleine activité. Confiant dans la supériorité de ses troupes, il prépare néanmoins méticuleusement la défense. Il fait renforcer les retranchements, positionne son artillerie sur les points les plus stratégiques et donne ses dernières instructions à ses commandants d'unités. Pour lui, la bataille du lendemain sera une formalité, une nouvelle victoire qui ajoutera à la gloire de l'armée espagnole. Pourtant, des deux côtés, les soldats ressentent une tension particulière. Certains prient, d'autres écrivent des lettres à leurs proches, beaucoup tentent de trouver un peu de repos malgré l'appréhension. Les deux armées savent que le lendemain, beaucoup d'entre eux ne seront plus là pour voir le coucher du soleil. Le terrain autour de Rocroi est particulièrement propice à une bataille décisive. La plaine où les deux armées se font face est délimitée par des bois et des marais, ce qui limite les possibilités de manœuvre et force les deux camps à s'affronter de front. Cette configuration favorise l'armée espagnole, plus forte en infanterie, mais Deng Yen compte bien utiliser cet avantage apparent pour surprendre son adversaire. Pendant que les deux armées se préparent, le sort de l'Europe se joue. Une victoire espagnole signifierait probablement la fin de l'hégémonie française naissante et la confirmation de la suprématie espagnole pour les décennies à venir. Une victoire française, en revanche, pourrait marquer le début d'un nouvel ordre européen, avec la France comme puissance dominante. Le 20 mai 1643, à l'aube, les deux armées se préparent au combat. Le temps est couvert, mais la pluie a cessé, laissant un terrain boueux mais praticable. Deng Yen, qui n'a pas dormi de la nuit, inspecte une dernière fois ses troupes. Son plan est audacieux. Il prévoit d'utiliser sa cavalerie pour déborder les ailes espagnoles pendant que son infanterie maintient le centre. L'armée française se déploie en ordre de bataille. Au centre, l'infanterie française est organisée en deux lignes. La première ligne comprend les régiments les plus expérimentés, comme les gardes françaises et le régiment de Picardie. La deuxième ligne est composée de régiments moins expérimentés, mais prêts à soutenir leurs camarades si nécessaire. Sur les ailes, la cavalerie française se masse, prête à charger. Face à eux, les Espagnols adoptent leur formation traditionnelle. Au centre, les tercios espagnols forment des carrés massifs, presque impénétrables. Sur les ailes, la cavalerie espagnole se positionne, prête à contre-attaquer toute manœuvre de débordement française. L'artillerie espagnole, habilement positionnée sur les hauteurs, peut balayer toute la plaine. À 4 heures du matin, le premier coup de canon retentit. La bataille de Rocroi commence. L'artillerie française ouvre le feu, tentant de perturber les formations espagnoles. Les Espagnols répondent immédiatement, et pendant près d'une heure, les deux artilleries s'échangent des tirs, créant un chaos assourdissant sur le champ de bataille. Soudain, Deng Yen donne l'ordre d'avancer. L'infanterie française progresse méthodiquement vers les lignes espagnoles sous le feu ennemi. Les pertes sont lourdes, mais les soldats français continuent d'avancer, déterminés à atteindre les lignes espagnoles. Sur l'aile gauche française, la cavalerie commandée par Deng Yen en personne se met en mouvement. Dans un élan spectaculaire, les cavaliers français s'élancent, sabre au clair, vers la cavalerie espagnole qui leur fait face. Le choc est violent. Les deux forces s'affrontent dans un mélange de poussière, de fumée et de cris. Les cavaliers français, plus agiles et plus audacieux, prennent rapidement l'avantage, repoussant les Espagnols vers le bois qui borde le champ de bataille. Pendant ce temps, au centre, l'infanterie française atteint enfin les lignes espagnoles. Le combat devient brutal, corps à corps,
Les piquiers espagnols forment une haie de pointe d'acier que les Français tentent de percer. Les mousquetaires des deux camps tirent à bout portant, créant des trous dans les formations adverses. L'infanterie française, bien que courageuse, peine à percer les carrés des tercios espagnols qui tiennent bon malgré des pertes effroyables. Après 2 heures de combat acharné, la situation est indécise. Sur l'aile gauche, la cavalerie française a l'avantage, mais elle peine à exploiter son succès à cause du terrain difficile. Au centre, l'infanterie française est bloquée par la résistance farouche des tercios espagnols. Sur l'aile droite, la cavalerie française, commandée par le maréchal de l'Hôpital, est en difficulté face à la cavalerie espagnole plus expérimentée. C'est à ce moment critique que d'Enghien prend une décision qui va changer le cours de la bataille. Observant que l'aile droite espagnole, engagée contre la cavalerie française, a laissé une partie de son infanterie découverte, il décide de lancer une charge décisive avec ses réserves de cavalerie. À la tête de 2 régiments de cavalerie d'élite, le duc d'Enghien s'élance à travers le champ de bataille, contournant le combat d'infanterie pour frapper l'infanterie espagnole sur son flanc. La manœuvre est audacieuse et risquée. En engageant ses dernières réserves, d'Enghien laisse le centre français sans soutien si l'attaque échoue. La charge française surprend les Espagnols. L'infanterie espagnole, organisée en carré pour faire face à une attaque frontale, est vulnérable sur ses flancs. Les cavaliers français s'engouffrent dans la brèche, sabrant les soldats espagnols désorganisés. En quelques minutes, 2 tercios espagnols sont mis en déroute. Francisco de Melo, observant la scène depuis son poste de commandement, comprend le danger. Il ordonne immédiatement à sa cavalerie de réserve d'intervenir pour contenir la charge française. Mais il est trop tard. La cavalerie française, galvanisée par son succès, continue sa progression, menaçant désormais l'arrière-garde espagnole. Pendant ce temps, au centre, la situation des Français devient critique. Les tercios espagnols, profitant du fait que d'Enghien a engagé ses réserves ailleurs, contre-attaquent vigoureusement. 2 régiments français, le régiment d'Auvergne et le régiment de Champagne, sont encerclés et sur le point d'être anéantis. C'est à ce moment de la bataille que le caractère des soldats français se révèle. Encerclés, à court de munitions et confrontés à une supériorité numérique écrasante, les 2 régiments français refusent de se rendre. Ils forment des carrés, à l'image des tercios espagnols, et résistent avec une détermination farouche. Le combat devient un enfer. Les Espagnols, s'attendant à une victoire facile, sont étonnés par cette résistance acharnée. Ils lancent assaut sur assaut, mais chaque fois, les soldats français repoussent leurs attaques, souvent au corps à corps lorsque les munitions viennent à manquer. Cette résistance héroïque donne à d'Enghien le temps dont il a besoin pour réorganiser ses forces. Après avoir mis en déroute l'aile gauche espagnole, il rassemble sa cavalerie et se retourne vers le centre de la bataille, où la situation est devenue critique. Pendant ce temps, le maréchal de l'Hôpital, après avoir contenu la cavalerie espagnole sur l'aile droite, parvient à réorganiser ses forces et à lancer une contre-attaque. Les cavaliers français, bien que moins expérimentés que leurs homologues espagnols, font preuve d'un courage remarquable et parviennent à repousser les Espagnols. Le champ de bataille est maintenant un chaos indescriptible. Des milliers de corps gisent sur le sol boueux. Les cris des blessés se mêlent au bruit des canons et des mousquets. Des unités des 2 camps sont mélangées, combattant parfois sans savoir exactement où se trouve leur ligne. C'est dans ce chaos que d'Enghien parvient à rassembler suffisamment de forces pour lancer une nouvelle attaque contre le centre espagnol. Cette fois, il combine sa cavalerie fraîche avec les restes de son infanterie, créant une force de choc capable de percer les lignes espagnoles. Vers midi, d'Enghien lance sa charge décisive. À la tête de ses cavaliers, il fonce droit vers le cœur de la position espagnole, là où les tercios les plus puissants tiennent bon. L'objectif est clair, percer les lignes espagnoles et diviser leur armée en 2. La charge française est spectaculaire. Les cavaliers, sabres au clair, s'élancent à travers le champ de bataille, ignorant les tirs espagnols qui fauchent des rangs entiers. Derrière eux, l'infanterie française avance en soutien, déterminée à exploiter la brèche que la cavalerie tente de créer. Les Espagnols, surpris par cette audace, réagissent rapidement. Ils forment des carrés, leurs piquiers levant leurs longues piques pour former une haie impénétrable. Les mousquetaires, placés à l'intérieur des carrés, tirent sur les cavaliers français qui approchent. Pourtant, cette fois, les Français parviennent à percer. Utilisant une tactique innovante, les cavaliers français n'attaquent pas de front,
mais s'engouffre dans les espaces entre les carrés espagnols, désorganisant les formations et créant la panique. L'infanterie française qui suit exploite immédiatement ces brèches, attaquant les flancs des tercios espagnols. Le combat devient encore plus intense. Les Espagnols, bien que supérieurs en nombre et en expérience, sont désorganisés par cette tactique inattendue. Les carrés, conçus pour combattre en formation compacte, sont vulnérables lorsqu'ils sont attaqués sur plusieurs côtés à la fois. Francisco de Melo comprend que la bataille est en train de lui échapper. Il ordonne à ses troupes de réserve d'intervenir, mais celles-ci, déjà engagées contre l'aile droite française, ne peuvent se désengager facilement. Il tente de réorganiser ses forces, mais le chaos sur le champ de bataille rend toute communication quasi impossible. À 13 heures, la ligne espagnole commence à céder. Plusieurs tercios, encerclés et attaqués de tous côtés, commencent à se débander. Les soldats espagnols, pour la première fois de leur carrière, fuient devant l'ennemi. La panique gagne les rangs espagnols, se propageant comme une traînée de poudre. Le duc d'Enghien, sentant la victoire à sa portée, redouble d'efforts. Il lance ses dernières réserves dans la bataille, exploitant chaque brèche dans les lignes espagnoles. Les cavaliers français, galvanisés par le succès, poursuivent les soldats espagnols en déroute, les sabrant sans pitié. Au centre, les 2 régiments français qui avaient résisté si héroïquement sont enfin libérés. Bien que décimés, ils peuvent enfin reprendre leur souffle et observer la déroute espagnole. Leur sacrifice n'a pas été vain. Il a donné à d'Enghien le temps nécessaire pour remporter la victoire. Francisco de Melo, comprenant que la bataille est perdue, ordonne une retraite générale. Il rassemble ce qu'il peut de ses forces et tente de se replier en bon ordre vers Rocroi. Mais la retraite se transforme rapidement en déroute. Les soldats espagnols, démoralisés et poursuivis par les Français, abandonnent leur équipement et fuient dans toutes les directions. La cavalerie française poursuit les Espagnols sur plusieurs kilomètres, les empêchant de se réorganiser. De nombreux soldats espagnols sont tués ou capturés pendant cette poursuite. L'artillerie espagnole, positionnée sur les hauteurs, est abandonnée sans pouvoir être évacuée. Vers 15 heures, la bataille est terminée. Le champ de bataille de Rocroi est un spectacle de désolation. Des milliers de corps gisent sur le sol, certains encore vivants mais trop blessés pour bouger. Les cris des blessés résonnent dans l'air, mêlés aux plaintes des mourants. Les Français, bien que victorieux, ont payé un lourd tribut. Sur les 23 000 soldats engagés, environ 6 000 ont été tués ou blessés. Certains régiments, comme les gardes françaises, ont perdu plus de la moitié de leurs effectifs. Pourtant, le moral est élevé. Les soldats français savent qu'ils viennent de remporter une victoire historique, qu'ils ont vaincu l'armée considérée comme la meilleure du monde. Les pertes espagnoles sont encore plus lourdes. Sur les 27 000 soldats engagés, environ 8 000 ont été tués et 7 000 capturés. Parmi les prisonniers se trouvent de nombreux officiers supérieurs et plusieurs nobles espagnols. L'armée espagnole a non seulement été vaincue, elle a été détruite en tant que force de combat. Le duc d'Enghien, couvert de poussière et de sang, fait le tour du champ de bataille. Il s'arrête pour parler aux blessés, félicite ses soldats pour leur bravoure et ordonne que les prisonniers soient traités avec humanité. Malgré sa jeunesse, il fait preuve d'un sang-froid et d'une maturité remarquables. Francisco de Melo, parvenu à se replier sur Rocroi avec les restes de son armée, comprend l'ampleur de la défaite. L'invincibilité des tercios espagnols n'est plus qu'un mythe. La suprématie militaire espagnole, qui durait depuis plus d'un siècle, vient de s'effondrer en une seule journée de combat. La nouvelle de la victoire française à Rocroi parvient à Paris le 22 mai, 2 jours après la bataille. La réaction est un mélange de soulagement et d'enthousiasme. Pour la première fois depuis des années, la France peut célébrer une victoire majeure contre son ennemi héréditaire. Les cloches des églises sonnent, des feux de joie sont allumés dans les rues et des poèmes célébrant la victoire sont distribués dans tout Paris. Anne d'Autriche et Mazarin reçoivent la nouvelle avec un soulagement évident. La victoire de Rocroi non seulement éloigne la menace espagnole de Paris, mais elle renforce également considérablement leur position politique. La régence, contestée au départ, est maintenant solidement établie, soutenue par l'enthousiasme populaire. Le duc d'Enghien devient un héros national. À 21 ans, il a vaincu la meilleure armée du monde et sauvé la France d'une invasion. Des chansons sont composées en son honneur. Son portrait est distribué dans tout le royaume
et il reçoit le surnom de le Grand Condé. Cette victoire marque le début d'une carrière militaire légendaire qui fera de lui l'un des plus grands généraux de l'histoire de France. Sur le plan militaire, la victoire de Rocroi a des conséquences immédiates. L'armée espagnole, décimée, doit se replier sur les Pays-Bas espagnols, abandonnant ses positions dans le nord de la France. Les Français peuvent maintenant reprendre l'offensive, s'emparant de plusieurs forteresses stratégiques dans les semaines qui suivent la bataille. Sur le plan diplomatique, la victoire française renforce considérablement la position de la France dans les négociations de paix qui se déroulent à Westphalie. Les puissances européennes, qui jusqu'à présent considéraient l'Espagne comme la puissance dominante, commencent à regarder vers la France comme le nouvel arbitre de l'Europe. La bataille de Rocroi marque un tournant dans l'histoire militaire européenne. Elle met fin à la suprématie des tercios espagnols et consacre l'émergence de nouvelles tactiques militaires basées sur la flexibilité et la mobilité. Les armées européennes vont s'inspirer des leçons de Rocroi pour réformer leurs tactiques et leurs organisations. Sur le plan politique, Rocroi accélère le déclin de l'hégémonie espagnole. L'Espagne, déjà affaiblie par des problèmes économiques et des difficultés à maintenir son empire colonial, ne se remettra jamais complètement de cette défaite. Dans les décennies qui suivent, l'Espagne perd progressivement ses territoires en Europe et sa domination sur les mers au profit de la France et de l'Angleterre. Pour la France, Rocroi marque le début de son âge d'or. Sous le règne de Louis XIV, la France devient la première puissance européenne dominante sur le plan militaire, culturel et diplomatique. Cette prééminence française durera près d'un siècle, jusqu'à la Révolution française. La bataille de Rocroi a également un impact sur la guerre de 30 ans. Bien que le conflit ne se termine officiellement qu'en 1648 avec les traités de Westphalie, la victoire française à Rocroi influence considérablement les négociations de paix. La France obtient des avantages territoriaux importants, notamment en Alsace, et renforce sa position en Allemagne aux dépens des Habsbourg d'Autriche. Sur le plan militaire, la victoire de Rocroi consacre l'émergence d'une nouvelle école militaire française. Des généraux comme Turenne, Vauban et bien sûr le Grand Condé vont développer les tactiques et les stratégies qui feront de l'armée française la meilleure du monde pendant près d'un siècle. Au fil des ans, la bataille de Rocroi est devenue une légende dans l'histoire de France. Elle est célébrée comme le moment où la France a détrôné l'Espagne et est devenue la première puissance d'Europe. Des peintures, des poèmes et des chansons ont immortalisé cette bataille, en soulignant le courage des soldats français et le génie militaire du jeune duc d'Enghien. Pourtant, la réalité de la bataille est plus complexe que la légende. La victoire française n'a pas été aussi facile que le suggèrent les récits ultérieurs. Les soldats français ont fait preuve d'un courage remarquable, mais ils ont aussi bénéficié de circonstances favorables, notamment des erreurs tactiques espagnoles et du terrain qui a limité la supériorité numérique de l'ennemi. La figure du duc d'Enghien, célébrée comme celle d'un génie militaire dès son plus jeune âge, doit également être nuancée. S'il a fait preuve d'audace et de courage, il a aussi bénéficié du soutien de généraux expérimentés et de la qualité de ses troupes. Sa victoire à Rocroi est le résultat d'une combinaison de facteurs, pas seulement de son génie personnel. Malgré ces nuances, la bataille de Rocroi reste un moment charnière dans l'histoire de France et de l'Europe. Elle symbolise le passage d'une ère à une autre, la fin de la suprématie espagnole et le début de l'hégémonie française. Elle illustre également comment une seule bataille, si elle est suffisamment décisive, peut changer le cours de l'histoire. Plus de 380 ans après la bataille, Rocroi reste un symbole puissant dans la conscience historique française. Elle rappelle un temps où la France, face à une menace existentielle, a su trouver les ressources pour non seulement se défendre, mais aussi s'imposer comme la première puissance européenne. La bataille de Rocroi enseigne plusieurs leçons importantes. D'abord, elle montre que même l'armée la plus puissante peut être vaincue si elle fait face à un adversaire déterminé et innovant. Ensuite, elle illustre l'importance du leadership dans des moments critiques. Le jeune duc d'Enghien, par son audace et sa détermination, a su transformer une situation périlleuse en une victoire éclatante. Enfin, Rocroi démontre comment les événements militaires peuvent avoir des conséquences politiques et diplomatiques profondes. La victoire française a non seulement eu un impact sur le cours de la guerre de 30 ans, mais elle a aussi redéfini l'équilibre des pouvoirs en Europe pour les décennies à venir. Aujourd'hui, le champ de bataille de Rocroi est un lieu paisible,
où quelques monuments rappellent la violence des combats qui s'y sont déroulés. Pourtant, l'écho de cette bataille résonne encore dans l'histoire européenne. Rocroi n'est pas seulement une bataille, c'est le moment où la France a détrôné l'Espagne et est devenue la première puissance d'Europe, un statut qu'elle conservera pendant près d'un siècle. En ce sens, la bataille de Rocroi mérite sa place dans l'histoire comme l'un des tournants majeurs de l'histoire européenne, le jour où le visage du continent a changé pour de bon.